Une notification, puis une autre et encore une autre. Les mots tombent, crus, tranchants comme des lames. Chaque vibration devient une gifle. Chaque son, un coup invisible. Se connecter n'est plus un plaisir, mais une descente aux enfers. Dans le silence d'une chambre close, des vies s'effondrent, seules, derrière un écran. Les cyberviolences ne laissent ni bleu ni fracture, mais elles détruisent autrement, de l'intérieur. Des adolescents sombrent dans la peur. Des femmes voient leur dignité piétinée. Des familles assistent impuissantes à la lente disparition d'un proche sous le poids des insultes. Le numérique devait pourtant nous rapprocher. Comment est-il devenu une arme ? Valdy voulait juste exister, créer, rire, partager. Puis un jour, elle a osé raconter une part d'elle qu'elle avait longtemps cachée, le viol qu'elle a subi étant enfant. Elle espérait du soutien. Elle a reçu une tempête. Franchement, il y en a de toutes sortes et il y en a beaucoup, mais je vais citer que peut-être ceux qui m'ont le plus marqué. C'était la sexualisation. Certains, quand j'ai raconté mon viol, certains m'ont dit qu'avec le corps que j'ai, c'est normal qu'on me viole. Certains ont critiqué ma poitrine, ils ont dit que ça ressemble à des ficelles qu'on attache à un arbre pour grimper. Enfin, il y a tout plein de... Donc ça va aller dans la sexualisation, des insultes. Chaque mot l'a déchirée un peu plus. Elle a cessé de regarder dans le miroir. Elle a envisagé la chirurgie pour correspondre à ce que les autres exigeaient d'elle. Dans le temps, je ne vivais pas avec ma mère, donc je me suis retrouvée un peu seule. Parce que je ne discute pas de ce genre de trucs avec mon père. Je n'avais pas vraiment d'amis, parce que c'est justement pour ça que j'ai commencé les réseaux sociaux. Donc je me suis enfermée pendant un certain moment. Franchement, oui, j'ai pleuré, ça c'est évident. J'ai pleuré, les premiers commentaires que j'ai reçus m'ont fait vraiment verser énormément de larmes. Mais surtout, j'ai pensé à tout changer. J'ai pensé à... Parce que oui... La différence, c'est que ce n'est pas juste je suis grosse et je peux faire du sport et maigrir. Une forte poitrine, ça part pas comme ça. Quand tu maigris, mais ta forte poitrine, elle reste là. Et sachant que, oui, le poids ou l'aspect, c'est normal. Je n'ai rien fait pour que ça reste comme ça. Donc, j'ai pensé à tout changer. Et après, j'ai appelé ma maman. J'ai dit que non, que je veux faire de la chirurgie. Pourquoi moi, j'ai autant de sang? En fait, je me plaignais constamment du corps que Dieu m'a donné comme ça. Alors que, en fait, il n'y avait pas de problème. Et ça faisait que je restais peut-être un certain moment sans vouloir me voir dans la glace déjà, mais faire de vidéos parce que je me disais, c'est pas beau. Parce que c'est ce que les gens ont dit, que c'est pas beau. En l'écoutant, le temps s'arrête. Ces silences pèsent plus lourd que ces mots. À cet instant, nous ne sommes plus journalistes. Nous étions des témoins. Elle choisit de briser le silence et c'est un acte de résistance. À quelques rues de là, Stéphanie accueille au sein de son cabinet à revivre celles et ceux que le web a broyés. Psychologue clinicienne, elle soigne les blessures qu'aucune radio ne peut montrer. Une jeune qui fait la première année, vu qu'elle est déjà présente sur plusieurs réseaux,
On lui dit que voilà, elle a beaucoup de partenaires sexuels, elle n'est pas digne de confiance, elle fait trop la chichi, et puis voilà. Ça a été décrit sur Internet, ses camarades ont su, et elle ne vient plus au cours. Là, c'est que les parents aussi s'en sont mêlés. Parce que leur enfant, ils ont une certaine image de l'enfant, de son comportement, mais voilà ce qu'on décrit sur son enfant. Donc, les parents étaient totalement découragés, ils n'en revenaient pas de ces écrits-là. Donc, c'est l'enfant qui a demandé un accompagnement parce que son état se dégradait davantage. Ses parents ont demandé de faire une consultation. Donc, en consultation, je l'ai reçue, je l'ai écoutée, comment elle ressent, comment elle vit la situation, ce qu'on a décrit sur elle. C'est vrai, c'est une jeune fille. On va lui faire la cour, plus jeune, plus âgée qu'elle. Mais c'est à elle de savoir dire non et savoir comment se comporter. Ça, on ne peut pas blâmer cela. Maintenant, c'est l'information qu'elle partage sur les réseaux. Comment se préserver, comment faire attention à sa vie personnelle. Tout n'est pas bon à publier. Même avec les copines, on ne raconte pas tout. Donc, voilà. Donc, comment est-ce qu'on a analysé un peu quels sont les tenants et aboutissants? D'où est-ce que c'est parti? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Même si elle a sa part de responsabilité, il y a aussi la part de responsabilité de ceux qui ont écrit sur elle. Donc, il faut pouvoir départager ces différents points-là. Sinon, la culpabilité peut amener la personne à ne pas s'en sortir. Donc, on a commencé à faire des rencontres, travailler sur l'image de soi, travailler sur ses propres projets et savoir comment parler sur les réseaux. Parce qu'en tant qu'étudiant, elle n'a pas encore une vie professionnelle. Avant qu'on ne l'embauche d'ici 5 ans au niveau de master, c'est qu'on fait des recherches sur lui. Donc, elle doit faire attention et savoir quel autre thème elle peut présenter sur les réseaux si elle veut être sur les réseaux. Ici, on apprend à respirer à nouveau, à se reconstruire, à réapprendre, à s'aimer. Allô, ici le cabinet A de Vivre. Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. En quoi puis-je vous aider? J'ai eu votre numéro par le biais d'une association. Ok. J'ai été victime de cyberviolence et je voudrais prendre rendez-vous. D'accord, d'accord. C'est bien entendu. Alors, dans ce cas, je vais vous proposer un rendez-vous. Et selon votre disponibilité, on se voit au cabinet ou on peut faire des rendez-vous en ligne. Lequel serait mieux pour vous? Je préfère venir vous voir au cabinet. D'accord. Alors, je vous propose un rendez-vous dans la semaine et on va pouvoir se voir. Et d'ici là, prenez soin de vous, d'accord? Commencez à prendre soin de vous d'abord. Portez l'attention sur vous et en présentiel, on pourra analyser le contour de la difficulté et trouver des orientations de solutions. Prenez soin de vous. D'accord. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, c'est d'abord au premier temps de se reculer, de s'écarter de toute forme de contact sur les réseaux et de faire des contacts réels dans leur quotidien. En dehors de ça, c'est de travailler sur l'estime de soi. C'est une forme de se réinventer, de reprendre pied et de redéfinir ses atouts, ses qualités. Parce que si la personne n'arrive pas à travailler sur son estime de lui-même, il lui sera difficile de faire face à la réalité, de faire face aux autres. Donc, c'est de travailler sur lui-même. Et on peut prendre les thérapies comportementales et cognitives parce que l'affect, l'émotion de la personne est mise en jeu là. Ses pensées, il va penser que les autres ne l'aiment pas, les autres vont le critiquer s'il sort dehors, ceux qui ont déjà vu les vidéos vont parler de lui. Même si personne n'en pense ou même si personne n'en parle, donc ces modes de pensée dysfonctionnels vont freiner son élan d'évoluer et d'aller vers de se réaliser. Donc, il faut travailler sur ces modes de pensée-là, travailler sur ces comportements qui peuvent affecter son bien-être. Donc, en thérapie individuelle, on peut le faire. On peut aussi proposer la thérapie qui peut être l'écriture par la thérapie ou
la musique ou la danse une manière d'exister et de se valoriser pour progressivement reprendre le dessus et travailler sur une forme de résilience parce que c'est une vraie souffrance qui vous abat. C'est comme si vous êtes totalement à terre, il faut se relever. Donc, il faut travailler sur une forme de résilience pour évoluer et reprendre pied. Pour guérir, il faut parfois s'éloigner des réseaux, faire taire les écrans pour entendre à nouveau sa propre voix. Selon un sondage de l'UNICEF publié en septembre 2019, plus d'un tiers des jeunes de 30 pays africains ont été victimes de cyberharcèlement. À Parakou, la cité des Kobourou, située au nord du pays, à 415 km de Cotonou, est troisième ville à statut particulier dans le département du Borgou au nord du Bénin. Les écrans sont devenus des champs de bataille. Ici, un tiers des jeunes ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Plusieurs cas de cyberviolence ont été déjà portés devant la justice. Et, par exemple, des auteurs de cyberharcèlement ont été condamnés à des amendes ou peines de prison avec sursis et parfois à des dommages et intérêts pour la victime. Et nous avons aussi des cas qui ont été portés devant la justice et sanctionnés par des condamnations de 2 ans à 7 ans d'emprisonnement ferme. Et par exemple, à l'antenne régionale nord de la direction de lutte contre la cybercriminalité, nous avons 30% des plaintes liées à Internet concernant le harcèlement en ligne. En 2025, nous avons enregistré une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière, alors que nous sommes encore en pleine année. L'année n'est pas encore terminée. Ici, c'est la permanence. Donc, quand un usager vient pour déposer sa plainte, il vient à la permanence. Le permanencier reçoit la plainte et il enregistre. Le permanencier enregistre cette plainte-là et envoie vers mon bureau pour traitement. Moi, je récupère cette plainte-là, j'affecte aux enquêteurs. Les enquêteurs commencent les investigations pour d'autres plaintes. Et il y a certaines plaintes, vu c'est la sensibilité, on est obligé de demander l'appui du CENIN et on envoie cette plainte-là au CENIN. Le CENIN, Centre national d'investigation numérique, créé en 2023 en remplacement de l'OCRC, assure désormais la sécurité du cyberespace béninois. Là, par exemple, on vient de recevoir... Ah oui. C'est une plainte par rapport à une dame qui se fait harceler sur le cyberespace. Quelqu'un est en train de diffuser ses photos intimes dans le but de recouvrer de l'argent. Ça n'a pas de sens. De telles alertes, vous en recevez très souvent? Malheureusement, oui. Malheureusement, on doit recevoir des alertes de ce genre-là. Des dossiers comme ça, peut-être 4 à 5 par semaine. Wow. Oui. Alors, Monsieur Méligan Fagla, vous êtes le directeur du Centre national d'investigation numérique et c'est justement en cette qualité qu'on est avec vous pour essayer de comprendre un peu plus toutes les formes de cyberviolence et on aimerait bien vous suivre pour aller dans vos locaux histoire de voir sur place comment est-ce que vous investiguez. Est-ce que c'est possible? Vous voulez venir avec nous? Bien sûr, pour voir l'équipe qui s'occupe de la lutte contre la cybercriminalité. Bon, bah vous allez nous donner un coup de main aujourd'hui, venez avec nous. D'accord, on y va.
Sextorsion, insultes, menaces. Derrière chaque dossier, une voix qu'on tente d'étouffer. On a mis en place un processus pour pouvoir absorber le grand nombre de plaintes que nous recevons chaque jour. Nous recevons à minima plus de 50 plaintes par jour. Et donc on est obligé de faire un triage vraiment sérieux avant de nous pencher sur les dossiers. Donc en fonction de la priorité, de l'impact, de la criticité du dossier, donc les équipes qui sont en charge du triage affectent à des équipes différentes. Et surtout en fonction des besoins de l'investigation, voilà, on sait à quel enquêteur, à quelle unité, à quelle équipe confier le dossier. Et donc c'est d'abord la police judiciaire qui prend la plainte en charge et ensuite fait cette attribution-là. Et donc après se suit des investigations en fonction de là où il faut aller chercher. Et ensuite ça revient, n'est-ce pas, à la police judiciaire, donc à la direction de la lutte contre la cybercriminalité, qui va poser des actions sur le terrain par rapport aux présumés coupables, aux suspects, et ensuite mener la procédure jusqu'au parquet. La justice condamne. Amende, peine de prison, dommages et intérêts. Mais pour le Sénine, punir ne suffit pas. Nous avons, en association avec, nous participons avec la CIN, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, à la campagne Pareil. La campagne Pareil est une campagne annuelle que nous faisons pour justement la protection de l'enfance en ligne, les dangers du cyberespace et la cyberescroquerie. Et justement, nous participons de manière active à véhiculer ces messages-là. Et je pense que désormais, nous avons comme intention, ou en tout cas comme volonté, de mettre dans l'exécution de cette campagne un lien fort avec les organisations de la société civile, donc les associations qui œuvrent dans ce domaine-là, pour qu'elles puissent être les relais de nos messages et que nous puissions donner de l'écho à leurs messages à eux aussi. Le Bénin dispose d'un code du numérique strict, avec jusqu'à 2 ans de prison et 10 millions de francs CFA d'amende pour cyberharcèlement. Au Bénin, le texte principal, c'est la loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique. Et accessoirement, il y a certaines dispositions du code pénal qui sont aussi applicables à la cyberviolence. Cela dépend des qualifications et selon la gravité des faits. Si nous prenons l'infraction emblématique d'harcèlement par le biais d'une communication électronique, l'article 550 du Code du numérique, alinéa 1er, les sanctions varient d'1 mois à 2 ans et les amendes de 500 000 à 10 millions, par exemple. Il faut dire que ces peines sont aggravées si la victime est mineure ou si la victime témoigne sinon à cause de son âge, par exemple, ou de son état de grossesse. Si la victime est vulnérable au regard d'un certain nombre d'éléments, ces peines sont aggravées. Mais les plaintes continuent d'affluer, comme une marée que rien n'arrête. Alors moi, je pense humblement qu'il faut axer la lutte sur 4 axes. D'abord, la prévention et la sensibilisation dès l'école pour une utilisation responsable du numérique. Deuxième axe, c'est la formation des magistrats, des avocats, des enquêteurs sur le droit du numérique. Une formation spécialisée. Troisième axe, il faut dire qu'il faut un guichet. Je parle d'un guichet unique en ligne pour recueillir rapidement les plaintes et en même temps pour un meilleur suivi des victimes. Quatrième axe, il faut dire que la cyberviolence
n'est pas spécifique à une étape donnée et il faut une coopération internationale parce que la cyberviolence va au-delà des territoires. Le numérique est arrivé plus vite que nos repères sociaux, trop vite pour que les garde-fous suivent. On parle de cyber, ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans nos cultures, et donc du coup, ce sont des éléments importés et ce qui est importé n'a pas forcément d'ancrage dans nos cultures, ce sont des emprunts extérieurs et ces emprunts extérieurs n'ont pas forcément des représentations ancrées dans nos cultures ni dans nos traditions. Par conséquent, ce qui se fait n'a pas forcément des répondants qui donnent, qui encouragent ou bien répriment. Mais dans tous les cas, la question du respect et la question de la morale et la question de l'éthique et la question de la considération de l'autre, la question de la personnalité, de la personne humaine telle que valorisée par nos cultures, on ne peut pas se prévaloir en prenant appui sur ou bien en se retrouvant derrière les réseaux sociaux pour menacer ou violenter quelqu'un. Donc du coup, c'est qu'on ne peut pas dire que bon, en Afrique, on a prévu cette forme de violence, pas du tout. Cette forme de violence, elle est mondaine, elle est contemporaine, et donc du coup, on découvre ça comme un instrument qui est lié à l'évolution du temps. Ce n'est pas la technologie qui est violente, non, c'est ce que nous en faisons. Et si nous n'apprenons pas à l'utiliser avec respect, elle continuera à détruire en silence. Et face au silence, des voix s'élèvent. Des web activistes dénoncent les violences. Des ONG éduquent aux bons usages. Des jeunes se forment pour devenir des boucliers numériques. La prévention devient un acte de courage, une manière de protéger les autres avant qu'il ne soit trop tard. Les cyberviolences ne sont pas que des querelles virtuelles. Elles brisent des vies bien réelles. Et si la loi peut punir, elle ne peut cependant pas réparer seule. Nous devons éduquer, prévenir, tendre la main, écouter. Parce que derrière chaque écran, il y a une histoire, une voix, un être humain qu'aucune haine numérique ne devrait réduire au silence.